Donc bonjour à toutes et tous pour cette troisième séance de épistolaire et création littéraire. Vous le savez, c'est le nouveau séminaire qui regroupe qui rassemble les groupes Horizon des littératures hispaniques et Lire 19-21. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julia De Hippola, qui est doctorante sous ma direction, qui soutiendra bientôt sa thèse. J'en suis ravie. Et qui, aujourd'hui, je vais te laisser dire ton titre, etc. Si tu veux partager ton PowerPoint, c'est le moment. Je dis d'abord merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation et de m'avoir proposé de participer aujourd'hui. Je dois aussi d'ailleurs vous présenter mes excuses parce que je n'étais pas là aux séances précédentes, tout simplement parce que le lundi, j'ai cours toute la journée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans un horaire un petit peu décalé par rapport à d'habitude, mais j'ai bien écouté la séance d'introduction de Lauriane Lager, qui d'ailleurs m'a donné beaucoup de points de départ pour les réflexions qui vont suivre. Je vais donc partager mon PowerPoint. Ma présentation s'intitule El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza, correspondance, écriture desapropiada et relecture féministe. Donc, ma présentation portera sur l'ouvrage de non-fiction El Invencible Verano de Liliana, qui de fait fait partie du corpus de ma thèse, mais que je n'avais pas exploré particulièrement sous cet angle-là. Donc ça fait toujours réfléchir. Il a été publié par Cristina Rivera Garza chez Random House en 2021. Il s'agit d'un livre qui a rencontré un succès considérable. Sa version anglaise a notamment reçu le prix Pulitzer dans la catégorie Memoir and Autobiography. Je me permettrai d'en rappeler brièvement les éléments essentiels. El Invencible Verano de Liliana raconte l'histoire du féminicide de la sœur cadette de l'autrice, donc Liliana Rivera Garza, survenue à Mexico en 1990. L'affaire est celle d'une étudiante en architecture assassinée par son ancien compagnon, qui a alors pris la fuite et n'a jamais été arrêtée par la justice. Au moment des faits, Cristina Rivera Garza vivait déjà en dehors du Mexique. Elle vit d'ailleurs toujours aux États-Unis. Et le point de départ du livre est le retour de l'autrice à Mexico, 29 ans après le crime, dans l'espoir de retrouver le dossier judiciaire de sa sœur. Face aux difficultés d'accès à ce dossier, sur lesquelles je reviendrai, l'autrice décide finalement de constituer une sorte de contre-dossier, un contra-expediente. Elle entreprend alors d'examiner les archives personnelles de Liliana, restées intactes pendant près de 30 ans, et mène des entretiens avec les amis de la victime. Ce geste vise donc à la fois à reconstituer un portrait de sa sœur et, à travers une série d'incises théoriques, à éclairer les mécanismes par lesquels la violence conjugale se configure, réflexion qui permet, depuis un contexte d'essor du mouvement féministe contemporain depuis lequel Cristina Rivera Garza écrit, qui permet donc une lecture à nouveau frais de ce qui avait longtemps été décrit comme un crime passionnel. El Invencible Verano de Liliana se compose de 11 chapitres. Est-ce que c'est tout petit? Non, c'est bon. Bon. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose, donc j'espère que ce n'est pas tout petit. Chacun de ces 11 chapitres est donc subdivisé en plusieurs sections. Le tableau suivant est là donc, pour vous donner une idée de la construction de cet ouvrage. Et notamment, ce qui m'intéresse, c'est la troisième colonne, parce que c'est donc parmi les archives personnelles de Liliana, qui contiennent aussi des notes, des petits dessins, des carnets. C'est là que nous retrouvons les lettres, la correspondance de Liliana, que j'ai donc répertoriée dans cette troisième colonne. Au total, l'ouvrage contient 22 lettres, dont 16 sont écrites par Liliana, parmi lesquelles 14 sont transcrites et 2 sont reproduites telles quelles en images, donc très probablement scannées. Elles apparaissent dans
4 des 11 chapitres, dans le chapitre 2, le 3, le 7 et le 8. Plusieurs hypothèses pourraient être formulées sur cette organisation. On pourra y revenir sur les façons dont les archives sont disposées, entrelacées, d'une façon qui n'est a priori pas parfaitement symétrique. Je pense qu'on peut éventuellement lire ça comme une métaphore architecturale. Vous verrez pourquoi. Comme si c'était presque une maison ou même l'appartement de Liliana, dont le plan est reproduit d'ailleurs au chapitre 4 et qui n'est précisément pas parfaitement symétrique. En tout cas, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a à la fois une place relativement importante qui est consacrée à ces lettres, mais qu'elles ne sont pas pour autant disséminées à travers l'ouvrage. Elles ont un rôle précis dans certains des chapitres, et en cela, elles ne sont, je pense, pas purement ornementales. Si la correspondance m'intéresse ici, c'est, bon, d'abord évidemment parce que c'est le thème du séminaire, mais dans la logique interne de l'ouvrage, elle est intéressante, je crois, en cela qu'elle représente tout d'abord, surtout une marque spécifique du passé, un passé récent, certes, mais un passé, une trace de la distance temporelle qui sépare le moment de l'assassinat de Liliana du présent d'énonciation de la narratrice, plus que ne le font les autres documents que Cristina Rivera Garza inclut dans l'œuvre. La correspondance manuscrite appartient en effet à une époque, si l'on veut, antérieure, par exemple, à la démocratisation d'Internet. La lettre manuscrite constitue l'archive matérielle d'un système, d'un régime de communication aujourd'hui en grande partie disparu. Ce point me semble d'autant plus significatif si l'on considère la réception de l'œuvre, parce que le lectorat privilégié de El Invencible Verano de Liliana a été constitué de jeunes femmes, et c'est Cristina Rivera Garza elle-même qui le dit, de jeunes femmes donc, dont la formation politique s'est trouvée profondément marquée par les mouvements féministes contemporains, des lectrices qui, donc, pour la plupart, ont connu une adolescence plutôt structurée par les SMS, voire même par WhatsApp, plutôt que par l'écriture de lettres manuscrites, et donc pour lesquelles ce document, ce type de document, est d'emblée reçu avec une forme de distance. Les lettres sont donc un document du moment du féminicide, du contexte de la fin des années 80, du début des années 90. Dans le même temps, et précisément parce qu'elle porte la marque de ce passé, les lettres sont intégrées dans l'ouvrage et participent de ce que l'on a appelé une écriture documentaire. Voici donc un exemple de lettre. El Invencible Verano de Liliana est un texte qui travaille, je l'ai dit, avec des archives dans le sillage d'une tendance plus générale de la littérature latino-américaine globale et contemporaine. J'ai mis ici quelques exemples. Lionel Ruffel, dans un réalisme contemporain, les narrations documentaires, article qui fait date dans la matière, définit l'écriture documentaire comme une forme emblématique de la littérature contemporaine, comme une manifestation du contemporain en littérature. Ce phénomène de recours aux documents, notamment dans la littérature de non-fiction, a en effet souvent été interprété comme le symptôme d'un véritable tournant en littérature, qui ferait d'ailleurs écho au tournant archivistique en histoire, fondant une nouvelle poétique de l'archive, pour reprendre l'expression de Marie-Pascale Huglot. Dans cette perspective, il est intéressant de constater que l'épistolaire, un terme qui nous renvoie tout d'abord à une tradition littéraire plutôt ancienne ou du moins classique, participe néanmoins à la configuration d'une forme ultra-contemporaine de l'écriture. Comme vous le voyez d'ailleurs avec ces exemples qui sont tous extrêmement récents. Ainsi, du fait qu'il s'inscrit en ligne avec des questions ultra-contemporaines, le féminisme et le documentaire, l'ouvrage a reçu une attention critique considérable. Je voudrais partir dans cette étude d'une tension dans la réception critique de cette œuvre.
Le livre a tout d'abord été largement célébré parce qu'il traite du féminisme, parce qu'il raconte un féminicide, depuis la non-fiction qui plus est, et aborde une question jugée urgente. La thématique de l'œuvre et son traitement à la fois sensible et par moments presque militant. Cristina Rivera Garza fait par exemple référence à las tesis, aux manifestations féministes à l'UNAM, vis-à-vis desquelles elle déclare son adhésion. Ces questions donc ont été considérées comme les principaux fondements de la valeur de l'œuvre, une valeur qui serait avant tout morale et qu'il est de fait difficile de remettre en question en tant que telle. Le documentaire serait donc tout au plus au service de la construction de ce texte féministe. C'est le cas, par exemple, de la lecture qu'en propose Susanna Draper, avec la citation que je me permets donc de vous lire. Desde la investigación que comparte Rivera Garza en la obra para entender el camino al feminicidio de su hermana, vamos viendo cómo los saberes desarrollados en las luchas feministas contra las violencias son herramientas que han sido cruciales para poder instalar socialmente un tipo de reconocimiento de la violencia feminicida. A lo largo de sus páginas, la obra nos permite entender el desarrollo de un saber sobre la violencia en el día a día de la vida como instancias claves para la sobrevivencia y para aterrizar lo que de otra forma son números de estadísticas. D'autres critiques se sont intéressés de façon privilégiée, et j'ai presque envie de dire un peu plus récemment, à l'étude de la politique de l'écriture dans cette œuvre. Je vais expliquer ce que j'entends par là. J'attire l'attention sur un texte de Ignacio Sánchez Prado qui écrit: El Invencible Verano de Liliana es un libro poderoso no porque cuente la historia de un feminicidio, sino porque piensa de manera radical los mecanismos de narración y memoria y el uso de documentos públicos y privados en la narración pública y privada del feminicidio. Sánchez Prado suggère ainsi que l'on peut lire Rivera Garza non comme l'autrice d'un texte constamment validé par sa dimension morale, mais comme une écrivaine dont l'esthétique constitue une stratégie spécifique de médiation des documents dans le cadre de la praxis de desapropiación, c'est la thèse de Sánchez Prado, qu'elle-même a théorisée. El Invencible Verano de Liliana a ainsi été interprété à la lumière de la notion de desapropiación que Rivera Garza développe d'abord dans Los Muertos Indóciles, puis dans Escrituras Geológicas. Elle définit, Rivera Garza a toujours un travail de théorisation de la littérature et de sa propre littérature en parallèle de sa pratique créative. Elle définit les écritures desapropiativas comme, je cite, un tipo de trabajo escritural que, en una época asignada por la violencia espectacular de la así llamada guerra contra el narco, se abre para incluir, de manera evidente y creativa, las voces de otros, cuidándose de esquivar los riesgos obvios, subsumirlas a la esfera del autor mismo o reificarlas en intercambios desiguales, signados por la ganancia o el prestigio. La première fois qu'elle théorise ça, je vous disais, c'était dans Los Muertos Indóciles. Elle n'a pas encore publié El Invencible Verano de Liliana à ce moment-là. Or, Escrituras Geológicas est postérieure à El Invencible Verano de Liliana, où elle analyse toute une série d'œuvres, par exemple Las Aventuras de la China Iron de Cabezón Cámara, et le dernier chapitre est consacré à une auto-étude, j'ai envie de dire, de El Invencible Verano de Liliana, sous cet aspect de escritura desapropiada. J'insiste là-dessus parce que c'est justement pour ça aussi que ça a été très repris par la critique. Or, je crois qu'il existe une tension entre ces deux modes de lecture, tension qui n'a guère été formulée explicitement et qui donne lieu à deux lignes de réception qui dialoguent peu. Même lorsqu'elles sont toutes deux abordées, il y a par exemple un texte de Erika Ritondale qui aborde les deux, leur articulation n'est ni interrogée ni justifiée. Mais le fait est que si l'écriture de la desapropiación implique une forme, comme Rivera Garza le dit, de déhiérarchisation et d'intégration des voix extérieures ou subalternes sans se les approprier, le geste féministe
consistant à relire un crime longtemps considéré comme un crime passionnel, comme un féminicide, constitue, quant à lui, un geste interprétatif qui émane nécessairement de la position auctoriale. Mon hypothèse, ou en tout cas l'hypothèse que je voudrais défendre ici, est que les lettres de Liliana, reproduites dans le texte, fournissent précisément le point d'articulation formel qui permet de comprendre la cohérence de ce double geste. En cela, El Invencible Verano de Liliana dit aussi quelque chose, je pense, sur le travail avec l'épistolaire, parce que c'est bien ce que fait Rivera Garza, travailler avec l'épistolaire. Donc, je voudrais étudier tout d'abord comment les lettres de Liliana fonctionnent bien comme une trace, un rastro, pour reprendre l'expression de l'autrice, une trace éminemment matérielle qui se manifeste dans la forme même du texte. Je montrerai ensuite que ces lettres fondent la possibilité d'une interprétation différée, qu'en tant qu'archiviste d'elle-même, Liliana ouvre dans ses propres écrits l'espace d'une relecture que Cristina Rivera Garza viendra occuper. Donc, pour commencer avec cette première partie et la question des lettres comme traces physiques de Liliana, je voudrais m'interroger ici sur la pertinence et les limites de cette notion d'escritura desapropiada. Que font finalement et que peuvent ces lettres dans ce texte? Je voudrais m'arrêter un instant sur la manière dont on accède à ces lettres dans l'œuvre et sur l'importance qu'elles revêtent de ce point de vue. Le point de départ du livre de Rivera Garza, je l'ai dit, réside dans la volonté de l'autrice narratrice d'obtenir le dossier du féminicide de sa sœur, afin d'ailleurs éventuellement d'obtenir une réouverture de l'affaire. Dans le premier chapitre, la recherche du dossier de Liliana confronte la narratrice à la bureaucratie locale, comme le montre le langage procédural de la lettre adressée au parquet. On a par exemple cómo se escribe una petición así, dónde se enseñan los protocolos para solicitar un documento de esta naturaleza, octubre 3, 2019, Ciudad de México, C. Ernestina Muñoz Ramos, Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, por medio de la presente, la que suscribe Cristina Rivera Garza, etcétera, etcétera, etcétera. On peut remarquer tout d'abord que cette requête est aussi une lettre. La recherche du dossier de Liliana débute donc avec une forme épistolaire. On y trouve en effet la date, le lieu, le destinataire, la formule de politesse atentamente, c'est-à-dire des marques propres à ce genre discursif. En même temps, il convient de souligner la singularité de cette lettre avec l'expression una petición así, où le déictique vient signaler l'anomalie de cette missive qui est éminemment bureaucratique, tout en relevant simultanément de l'ordre de l'intime. De fait, l'insertion de la demande dans le corps de la lettre dans le corps même du texte où la narratrice se demande comment s'écrive una petición así accentue, je pense, le contraste entre la charge sensible du geste et le caractère protocolaire de la procédure. Cette tension ne fait que s'intensifier lorsque, après l'échec auprès du parquet, la narratrice et son amie se rendent auprès de la licenciada Irazábal afin de tenter, encore une fois, d'obtenir le dossier. Une assistante les décourage alors. Elle leur dit, lorsque la narratrice demande, pero algunos se conservarán, ¿no es así? Le pregunto. El clavo de la esperanza sobre la lengua. Elle répond, algunos se van al archivo de concentración, cierto, pero incluso ahí su tiempo es limitado, explica. No crean ni por un minuto que los expedientes viven para siempre. De manière significative, le passage en question s'intitule Los expedientes no viven para siempre. Cette mortalité du dossier apparaît comme une révélation de la vulnérabilité non seulement des corps féminins, mais aussi de la trace et de la mémoire de la violence elle-même.
C'est ce que souligne dans l'angoisse la narratrice elle-même, quelques pages plus tard. También los expedientes mueren, murmuro. Si ese expediente desaparece, lo digo por primera vez mientras nos cerca el tráfico enloquecedor de la ciudad, no habrá memoria oficial de la presencia de Liliana sobre la Tierra. Si ese expediente muere, como mueren todos los expedientes, no vayamos a creer ni siquiera por un minuto que viven para siempre, morirá la posibilidad de localizar al asesino y obligarlo a responder à la orden de su arresto. Cette impossibilité de mettre la main sur le dossier de Liliana, ce vertige face à la perte de sa trace sur la Terre, expression qui revient d'ailleurs fréquemment dans l'écriture de Rivera Garza, que l'on retrouve aussi également dans la section consacrée à El Invencible Verano de Liliana dans Escrituras Geológicas. C'est ce vertige donc qui conduit la narratrice à enquêter elle-même sur sa sœur. En l'absence de ce dossier, absence sur laquelle se clôt le premier chapitre, Cristina Rivera Garza constitue donc, je l'ai dit, une sorte de contre-dossier qui occupe la plus grande partie des chapitres suivants. Donc, à partir du chapitre 2, et on pourrait dire jusqu'au chapitre 11, où on a les réflexions de la narratrice. Le premier élément de ce contre-dossier est constitué par les documents de Liliana, c'est-à-dire par son archive. Et d'ailleurs, si l'on isole ce premier chapitre, où on n'accède pas au dossier de Liliana, on voit que l'organisation des chapitres suivants, par rapport à la question de l'archive, n'est peut-être pas tout à fait asymétrique, parce qu'il nous reste donc 10 chapitres où l'on a deux chapitres où l'on trouve des lettres, et ensuite 3 chapitres sans lettres. Donc je pense que l'idée de penser le reste de l'œuvre comme un contre-dossier par rapport à ce premier chapitre se justifie si l'on regarde cette architecture. Architecture donc pour laquelle l'archive constitue une sorte de pilier, parce que c'est bien à chaque fois dans les 2 premiers chapitres de ce qu'on pourrait appeler les 2 moitiés de ce contre-dossier qu'on a donc ces lettres. Les documents de Liliana sont conservés dans des boîtes que personne n'a touchées pendant près de 30 ans et dont la matérialité est mise en relief au moment où l'on s'en approche à partir donc du chapitre 2. On lit: Siempre estuvieron ahí, voluminosas y alineadas en la parte superior del closet. 7 cajas de cartón y unos 3 o 4 guacales pintados de color lavanda, las posesiones de Liliana. L'écriture calculée de ce paragraphe est marquée à son ouverture par un sujet implicite, comme si l'on ne pouvait d'emblée nommer ces boîtes, qui se donnent à voir comme une présence statique et presque spectrale, puis par une phrase nominale, 2 phrases nominales, pardon, qui font tomber de tout leur poids le contenu de ces boîtes. L'accès, on le voit, n'est pas immédiat. Il y a une forme de dilatation qui se joue aussi dans l'écriture. Et c'est là donc que se trouvent les lettres sur lesquelles la narratrice va tout d'abord concentrer son attention. Ces lettres sont tout d'abord le témoignage d'une forme particulière de sociabilité de Liliana, précisément en raison du fonctionnement réticulaire de la correspondance. Avant même d'être le témoignage d'une relation amoureuse, elle constitue la trace de liens surtout féminins, d'une homosociabilité adolescente. On lit. Una buena parte del archivo de Liliana está compuesta por las cartas de sus amigas. No solo son las más numerosas, sino también las que están escritas con mayor cuidado. L'amitié entre adolescentes apparaît ainsi comme un phénomène social spécifique dont ces lettres portent témoignage. Cristina Rivera Garza écrit, et c'est là la citation que j'ai mise. Las chicas van juntas al baño y se intercambian secretos, una risilla tonta, del todo compartida, las persigue como una inquieta nube de luciérnagas por donde quiera que pasan. Todavía no se pintan las uñas ni usan delineador, pero de un momento a otro dejarán de correr por los patios de la escuela sin ton ni son. No hay crítica más vitriólica que la que sale de sus labios, y se quieren, no, se adoran. Tal vez no existan en el mundo cartas de amor más ardientes que las que se hacen llegar, ya por correo o ya en persona, las adolescentes.
Il convient donc de souligner que l'archive personnelle se dessine d'emblée comme un registre plus sensible, au premier sens du terme, que les documents administratifs standardisés, formatés de telle manière qu'ils effacent les traces de l'individualité. Ces lettres constituent la trace des liens qui inscrivent Liliana dans un tissu social au-delà du couple. Rivera Garza reproduit d'ailleurs plusieurs de ces lettres adressées à des copines dans le corps du texte. Je vous en mets d'ailleurs deux ici. Je me permets de lire la deuxième. Leti, las cosas deben ser por orden, pero en esta ocasión yo digo que las cosas deben ser un desorden. Así que, hasta luego, saludos a todos, Liliana. Il y en a donc qui sont presque vides dans leur contenu, comme si la seule fonction de ces lettres était d'entretenir ce lien social, cette forme de communication adolescente qu'est l'épistolaire, comme si cela relevait presque de la fonction fatigue du langage. En outre, ces lettres rendent compte des déplacements de Liliana à travers le territoire mexicain. C'est ce qu'explique donc Rivera Garza. Cómo Liliana viajaba seguido a la frontera, donde convivía con primos y hacía amigos, etcétera, etcétera. Sus cartas no solo eran locales, sino que se desplazaban, con todo y sus estampillas y sus sellos de color morado y sus bordes tricolores. El abonable poblado de Anáhuac, Morelia, Michoacán et, à la fin, donc, California. Se dessine ainsi une cartographie qui est aussi une carte affective du Mexique et qui donne tout son sens à la notion de document comme rastro, du passage d'une personne sur la Terre. Au-delà des espaces de Liliana, les lettres parlent aussi du temps. Parce que, nous dit Rivera Garza, Liliana las contestaba todas puntualmente. Ainsi, comme le note l'autrice, lo que hay en esta acumulación cariñosa de papeles y sobre es tiempo, mucho tiempo, tiempo físico y tiempo emocional. El tiempo de las muchachas en flor. Je crois qu'il est intéressant de voir apparaître ici, avec cette idée de El tiempo de las muchachas en flor, la référence proustienne, que l'on peut lire, je pense, en relation avec la constitution de ce contre-dossier sensible. L'archive personnelle, la lettre de Liliana, se situe du côté du travail littéraire. Elle ne lui est pas opposée. Cela est d'ailleurs signalé dès les premières pages de l'ouvrage. Le titre de la première section du premier chapitre est précisément Aquí, bajo esta rama, puedes hablar de amor. Je pense que cela est significatif. Le deictique aquí, qui renvoie en première instance à bajo esta rama, donc à l'arbre sous lequel se trouve au début de l'œuvre la narratrice et son amie, peut aussi être compris comme une délimitation de la littérature comme le lieu où une telle énonciation est possible. Cela est d'autant plus significatif que l'on comprend quelques pages plus loin que le titre de la section correspond en réalité à une citation de Rosario Castellanos. Aquí, bajo esta rama, puedes hablar de amor. Más allá es la ley, es la necesidad, la pista de la fuerza, el coto del terror, el feudo del castigo. Más allá, no. Donc, ce aquí est éminemment littéraire, d'emblée inscrit dans la littérature, et ce achat renvoie de fait à la ley à laquelle appartient aussi ce dossier judiciaire introuvable. El Invencible Verano de Liliana peut se construire comme le contre-dossier de Liliana parce que la littérature constitue cet envers, cette contreface de la loi, de cet univers juridique. Si la littérature, l'imagination, le travail de la forme constituent l'envers du document administratif, l'archive personnelle se situe du côté de la première, ou en tout cas c'est là que la situe Rivera Garza. Il me semble que ce réagencement des rapports est fécond pour penser ce type de littérature documentaire. Tous les documents dans cette œuvre n'ont pas la même signification. Toutes les lettres n'assument pas la même fonction dans l'économie de cette œuvre. Il existe donc ici une typologie interne à l'épistolaire. Cette typologie trouve d'ailleurs une traduction matérielle dans l'œuvre. Si la lettre à la Procuraduría était insérée
naturellement dans le flot discursif de la narratrice. Les lettres de Liliana, elles, constituent une marque physique de la subjectivité singulière de la jeune fille, et c'est là aussi donc la singularité de leur statut. La graphie de Liliana est présentée d'emblée comme une voie d'accès à son intériorité. Je cite. Los asiduos a la grafología suelen considerar a la letra, especialmente a la letra manuscrita, como un pasadizo inédito hacia el alma, commente donc la narratrice. L'écriture de Liliana donne d'ailleurs une indication assez précise sur son âge. C'est ce qu'explique Rivera Garza. La generación de mi hermana aprendió a escribir palabras con letra de molde, es decir, palabras en las que cada letra forma su propia y completa unidad, letras como islas. El resultado en ambos casos es menos una letra única, sello del carácter irrepetible del autor, y más una letra generacional, y en muchos casos hasta regional, a través de la cual es posible distinguir tanto la edad como los orígenes geográficos y de clase de los escribas. L'écriture de Liliana, donc, qui dit quelque chose, encore une fois, comme la pratique de la lettre elle-même de sa génération, la lettre de Liliana, l'écriture de Liliana est aussi une forme de signature en elle-même. La singularité de la graphie de Liliana, liée à son appartenance à une génération particulière, se voit en effet redoublée par su conciencia sobre la materialidad de toda forma, incluyendo la escritura, dont parle Rivera Garza, car dans sa communication, el medio era tan importante como el mensaje. Et c'est ainsi que le décrit Rivera Garza. Je ne lis que quelques petites phrases. Donc, la longitud de las letras, especialmente en el sentido vertical, y los espacios entre las mismas, es resultado de un control cada vez más minucioso sobre todos los aspectos del acto de escribir. Le papier et l'encre font eux aussi l'objet d'un choix minutieux et conscient qui s'accentue au fil des années. La selección de la textura y tamaño del papel era motivo de comentario en los escritos. También lo eran los colores, tanto del papel como de la tinta. El tamaño de la letra, su posicionamiento ya sobre o ya por debajo de los renglones, ya en la esquina o ya en el centro de la página. Recibir una carta de Liliana era una invitación a entrar en un mundo personal vasto y complejo, nous dit donc Rivera Garza. Il me semble que Liliana semble ainsi transposer à l'écriture certains principes que l'on pourrait croire propres à la conception architecturale, tels que l'attention à la forme, la longitud de las letras, mais aussi à la proportion, los espacios entre las mismas, et à la disposition dans l'espace, ya en la esquina o ya en el centro de la página, voire à la conception tridimensionnelle des lettres elles-mêmes. Ainsi, quelque chose de la vocation de cette jeune fille transparaît dans l'écriture. C'est en tout cas ce que semble suggérer Rivera Garza. L'attention à la forme sur laquelle insiste Rivera Garza peut aussi se lire en clé métatextuelle. La disposition du document dans l'œuvre constitue une marque singulière de la pratique littéraire de l'autrice elle-même, une clé de lecture du texte, de ce que Cristina Rivera Garza accomplit ici. Cela irait donc dans le sens de la remarque de Sánchez Prado. C'est dans la forme de la lettre, mais aussi de cette œuvre documentaire, que se trouve son originalité. Et il y a, de fait, une forme de désappropriation. Jonché de lettres dont Liliana est l'autrice, l'ouvrage revêt une dimension d'écriture collective. À un moment, Rivera Garza dit même Liliana era, y por mucho, la verdadera escritora de la familia. À un autre moment, Rivera Garza se demande soy yo Liliana. Il y a une certaine un certain floutage des limites des personnalités entre l'autrice et Liliana qui va dans le sens, je pense, de cette écriture desappropriada. Le document, en outre, est matériellement signifiant. Comme le souligne Lionel Ruffel, son usage implique souvent un changement de typographie, l'inclusion d'images, de schémas, autant d'éléments qui signalent la transformation du texte par l'incorporation d'un genre discursif à
priori exogènes à la littérature. La reproduction, soit par transcription, soit par scan ou photographie des lettres de Liliana, dans le texte même, vient affecter la matérialité de ce dernier. Ici, outre les lettres scannées ou photographiées, comme l'exemple que j'ai mis ici, qui relève donc de la transposition directe, nous avons aussi l'imitation de l'écriture de Liliana, comme dans les images que j'ai mises auparavant, pour laquelle Rivera Garza remercie d'ailleurs Raúl Espino Madrigal dans la note finale. Il me semble intéressant de penser cette transcription, cette logique de la transcription avec une police, une typographie particulière, si j'arrive à revenir en arrière. Voilà. Avec, vous le voyez donc, une typographie particulière qui est distincte de celle du reste du texte, parce que c'est là, comme je le disais, que se joue aussi la différenciation entre la lettre à la Procuraduría et l'archive de Liliana. De même que le document est manipulé lorsqu'il est inclus dans l'œuvre littéraire, l'entrée de ces lettres de Liliana, de son archive dans l'œuvre, affecte à son tour la matérialité du texte littéraire, dont l'intégrité physique, et je remercie d'ailleurs Caroline Lepage pour cette expression dont on avait parlé dans le cadre de ma thèse, ne sort pas indemne de l'opération. Le texte porte lui aussi la marque d'une violence, il dit aussi formellement quelque chose d'une violence passée. Je reprends en même temps ici une question formulée par Annick Louis à propos des formes et des stratégies de médiation dans ces littératures documentaires, à savoir, est-ce que l'œuvre, lorsqu'elle inclut le document, va opter par rendre visible ou, au contraire, va-t-elle dissimuler la médiation? Et je crois qu'en l'occurrence, avec cette calligraphie de Liliana imitée dans les exemples que je vous présente ici, elle fait les deux à la fois. La tentative d'imitation de la graphie vise de fait une reproduction aussi fidèle que possible de l'original. Mais l'impossibilité de reproduire parfaitement une écriture manuscrite en lettres détachées donne lieu à une police artificielle, nécessairement fabriquée, qui finit par rendre manifeste la manipulation du document. L'écriture desapropiada met en évidence finalement la volonté toujours imparfaite de desappropriation. Il n'y a finalement jamais de desappropriation absolue et cette médiation transparaît dans la forme même du texte. Les lettres de Liliana constituent donc bien une trace matérielle et singulière de son existence. Elle restitue sa sociabilité, sa cartographie affective, son rapport singulier à l'écriture. Et c'est ce que Rivera Garza s'attache à montrer dans ce geste qui vise avant tout à rendre à Liliana sa subjectivité propre. Mais ce geste documentaire recèle toujours, comme je le suggérais, une forme d'inaboutissement. La désappropriation est plus, finalement, un horizon politique que le principe explicatif absolu de l'œuvre. C'est pour ça que je voudrais m'intéresser dans cette deuxième partie à la question de la relecture a posteriori et l'interprétation comme opération féministe sur l'archive. L'hypothèse que je voudrais traiter ici est que le geste archivistique de Liliana elle-même, dont les lettres, à mon sens, constituent le seul témoignage incontestable, ouvre la voie à l'interprétation différée de ce matériau comme geste à la fois constitutif et complémentaire de ce travail d'écriture desapropiada. En d'autres termes, je voudrais montrer qu'inclure la voix de Liliana dans ce texte implique d'emblée ouvrir à la possibilité de cette relecture rétrospective où s'affirme, car il s'affirme bel et bien, un point de vue octorial. Le point de départ est, selon moi, la conception de Liliana comme archiviste d'elle-même. La adolescencia es el otro nombre del archivo, théorise tout d'abord Rivera Garza lorsqu'elle commence à lire les lettres de sa sœur.
Il y aurait d'emblée un lien, ne serait-ce que métaphorique, entre adolescence et archives, l'adolescence étant peut-être ce moment de la vie où sont déployées et conservées les premières versions de ce que deviendra une identité adulte. Les notes finales mettent en relief le geste concret, pratique de Liliana et son importance dans la construction de l'œuvre. Je cite: Mi hermana, Liliana Rivera Garza, construyó un archivo meticuloso de sí misma a lo largo de su vida. Este libro se basa en los cuadernos, notas, apuntes, recortes, planos, cartas, cassettes y agendas que se encontraron entre sus pertenencias que nadie había tocado en 30 años. Là encore, Rivera Garza souligne l'incidence de Liliana donc dans la construction, dans l'avènement même de l'œuvre. Il me semble important de souligner ici qu'elle parle d'archives, non de documents. Rivera Garza qualifie son écriture à elle de escritura documental, c'est le syntagme qu'elle revendique, mais lorsqu'elle se réfère au papier de Liliana, c'est bien au terme d'archives qu'elle recourt. On distingue donc ici le document comme matériau brut et l'archive comme sa forme institutionnalisée, c'est-à-dire catégorisée et conservée en tant que telle. Je crois que Rivera Garza est très consciente de cette distinction. Autrement dit, elle considère et dit déjà qu'il y a dans ces papiers un travail de sélection, de constitution d'un fonds privé dont Liliana est l'agent. Elle n'est pas seulement la productrice de ces documents, elle en est aussi l'archiviste. On peut considérer que cette constitution des documents en archives ouvre d'emblée sur un après, sur un futur dans lequel ce matériau pourra être relu et réinterprété. Mais plus encore, cet archivo meticuloso a ceci de particulier qu'il conserve les lettres que Liliana envoyait à ses amis et à ses proches. Rivera Garza note que Liliana, je cite, repetía una nota o una carta con cambios a menudo mínimos hasta que su redacción quedaba a su gusto y entonces, solo entonces, la dejaba ir, no sin conservar las copias en su archivo personnel. Ce geste de préservation, ce désir d'archive, apparaît maintenant comme une singularité propre à Liliana, qui fonde la richesse du matériau documentaire. À propos des billets adressés à Ángel, qui finissent par apparaître aussi, Rivera Garza souligne encore: Muchas han escrito este tipo de recados y muchas más lo harán, pero Liliana los guardaba todos. Esa era la diferencia, su diferencia. El afán de escribir y el afán de archivar aparecieron al mismo tiempo. C'est ce travail singulier, original, qui est à l'origine de la possibilité même d'un savoir sur cette période de sa vie. Elle dit: Por eso es posible saber que justo en pleno verano, apenas un par de meses después en agosto, mientras Liliana hacía preparativos para sus vacaciones largas, la situación con Ángel, donc son ancien compagnon, había dado un vuelco. Toutefois, ce qui se joue ici, me semble-t-il, n'est pas une simple question de disponibilité des lettres, d'accessibilité aux documents. Les lettres d'une personne privée peuvent être récupérées grâce à leur destinataire. C'est ainsi que sont constitués d'ailleurs de nombreux fonds d'archives. La particularité est que Liliana recopiait elle-même ses propres lettres. Ce sont à ces copies que nous avons donc accès. La question qui se pose alors est: à qui s'adressent donc ces lettres recopiées? Certes, elles portent le nom d'un destinataire, mais ce sont aussi des lettres qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas été postées, qui n'ont pas été transmises. Ces lettres non postées, ces lettres conçues d'emblée comme lettres archives, ont peut-être un destinataire ouvert. C'est dans cette ouverture que réside donc la possibilité, non seulement pratique, mais herméneutique de la lecture, entendue désormais comme interprétation. Dès lors, la question de la possibilité de lire dans cette archive les réponses à une enquête à la fois intime et politique devient fondamentale. Le rôle que s'attribue la narratrice est d'ailleurs celui d'une sorte d'archéologue. Elle dit: Una sobre la otra, estas escrituras son capas de experiencia que se han sedimentado con el tiempo. Mi tarea ahora es desedimentarlas.
Con el cuidado del arqueólogo que toca sin dañar, que desempolva sin quebrar, mi intención es abrir y preservar a la vez esta escritura, y recontextualizarla en una lectura desde le presente. Et on a donc cette idée de la recontextualisation qui apparaît. On pense évidemment au travail de paléographie, souvent décrit comme une archéologie des textes, et donc aussi à la notion de palimpseste. Ces lettres recèlent donc quelque chose qui doit être activement cherché, recherché et interprété. Rivera Garza accomplit donc presque un travail de critique. Elle se demande ainsi, ¿estarían ahí, dentro de esas cajas de cartón retenidas por tantos años en el closet de la casa, las huellas del peligro creciente que enfrentó Liliana? ¿Estaría ahí, entumido desde hace tanto, lo que pudimos ver o no ver? Je pense que c'est aussi la question que nous devons nous poser pour répondre à la problématique que je posais au début. Est-ce que cela, finalement, se trouve déjà dans les lettres? Eh bien, je crois que l'œuvre de non-fiction, en tout cas tel est mon argument, que l'œuvre de non-fiction féministe implique bien une voix surplombante, capable de guider cette interprétation, que les lettres, de fait, ne parlent pas d'elles-mêmes. Les alternatives qu'évoque Rivera Garza, lo que pudimos ver o no ver, la possibilité de voir ou ne pas voir, me semble particulièrement importante. Dans El Invencible Verano de Liliana, la question de la visibilité des violences silencieuses subies par Liliana constitue un axe structurant. Un bon indice du fait que l'on n'en surestime pas l'importance interprétative est que la première phrase de l'œuvre est « Estamos bajo un árbol lleno de pájaros invisibles ». L'image est proprement littéraire. Il ne s'agit pas d'un simple commentaire naturaliste. La métaphore attire d'emblée l'attention sur l'importance de l'invisible et du perceptible dans l'ouvrage. Plus encore, la référence théorique fondamentale de El Invencible Verano de Liliana, dans ses incises théoriques dont je parlais au début, est No Visible Bruises de Rachel Louise Snyder, citée à maintes reprises, dont le titre renvoie directement au caractère imperceptible de la violence de genre sur des corps qui ne semblent donc pas porter les marques visibles de l'agression. Le titre reprend d'ailleurs l'expression utilisée dans les rapports médico-légaux pour indiquer que la victime ne présente pas d'hématome visible. Snyder montre précisément que, dans de nombreux cas, la violence conjugale n'a que peu, voire aucune manifestation clairement visible pour diverses raisons, d'où la nécessité de mécanismes efficaces de prévention et de détection. C'est à partir de cette référence que Rivera Garza s'interroge sur ce que les papiers de Liliana peuvent témoigner donc de lo que pudimos ver o no ver, c'est-à-dire sur la possibilité d'y lire les indices de ce que sa sœur subissait, de la menace qui se dessinait à l'horizon et du silence qu'elle-même habitait. Après avoir lu ce qui semble constituer les indices d'une première rupture avec Ángel, dont je parlais auparavant, la narratrice de El Invencible Verano de Liliana commente. Lo que haya sucedido entonces, lo que provocó un viraje tan radical y una respuesta tan enérgica, sin embargo, no aparece en el archivo. Innombrado, tal vez innombrable, Liliana decidió no hablar, o no pudo hablar, o no tenía lenguaje para hablar de eso. Le silence de cette archive est assurément une faille. Il y a quelque chose que l'on ne peut toujours pas voir, un blanc, quelque chose qui ne saurait être dit explicitement. Mais le blanc, le silence, constitue aussi, peut-être, une clé de lecture des conditions mêmes de possibilité de cette violence. Si la lecture attentive de l'ensemble des papiers de Liliana, en particulier au chapitre 8, parce que c'est le chapitre où il y a une lecture de plus près de cette archive, si cette lecture semble indiquer qu'une rupture plus définitive aurait pu déclencher la violence féminicide, il n'en demeure pas moins que la lecture de ces papiers relève moins de la découverte de révélations décisives à travers la correspondance
que d'un exercice permettant de penser l'impossibilité pour Liliana de formuler jusqu'au bout certaines inquiétudes, certaines angoisses. Le langage, l'archive, la trace ne garantissent en rien la lisibilité de la violence. Cristina Rivera Garza parle d'ailleurs de la capacidad del lenguaje para descubrir y encubrir al mismo tiempo, ventana y cortina, telescopio y niebla. On voit d'ailleurs encore une fois l'apparition de la métaphore architecturale. Je voudrais donc pour finir, analyser le cas d'une lettre qui me paraît particulièrement intéressante en ce sens. Il s'agit d'une lettre reproduite par Rivera Garza à travers la photographie ou le scan, qui se révèle symptomatique du lien entre conditions de visibilité et conditions de lisibilité, rapport décisif pour penser la possibilité de détecter donc la violence. Je la mets ici. Comme vous pouvez sans doute le voir, c'est une lettre un peu particulière. Cette lettre, écrite par Liliana à son amie Ana Ocadiz, est dactylographiée sans espace. Rivera Garza note que lo que Liliana ha utilizado aquí es un método de opacidad que no solo requiere determinación por parte de la lectora, sino también complicidad, et qu'il s'agit de un mensaje que quiere ser visto y comprendido, pero que, a la vez, se resiste a la lectura fácil o instrumental. La lettre, je ne vais pas vous forcer à la lire, la lettre ne parle pas de la violence. Ce qui importe, je pense, c'est bien sa forme. L'absence de séparation visuelle génère une saturation qui compromet la lisibilité de l'archive. Ici, la visibilité, voire même l'hypervisibilité de ces lettres ne garantit en rien la lisibilité. L'espace blanc, le silence, précisément absent, apparaît alors par contraste comme la condition même de l'intelligibilité de ce qui a été écrit. Le silence se construit ainsi comme condition de lisibilité de l'histoire. Cette condition est à la fois matérielle et herméneutique. De même que l'introduction physique d'espaces blancs permet de réordonner la syntaxe de l'archive, de même, l'appréhension de l'histoire de Liliana à partir de la problématique du blanc, du silence et donc de l'imperceptibilité de la violence permet d'en proposer une autre lecture, d'en déployer le sens. Cette lettre est, je pense, une clé de lecture fondamentale et de la violence et de l'œuvre que Liliana a elle-même archivée, léguée à l'interprétation. Le document n'est donc guère lisible, mais donne formellement la clé de la lisibilité de l'archive. De ce point de vue, la structure fragmentaire, déjà mentionnée, de l'ouvrage, composé donc de 11 chapitres eux-mêmes divisés en multiples sections séparées par des intertitres entrecrochés, peut être comprise à la lumière de cette nécessité de réintroduire la séparation, l'espace blanc, afin de faire respirer le texte et permettre que le sens circule. L'opération qu'exigeait la lettre de Liliana à Ana Ocadiz reproduit en réalité, à petite échelle, le geste que requiert la relecture de l'archive de Liliana. Extraits des boîtes et dépoussiérés, les documents sont désamassés, l'oxygène circule entre eux, et grâce à ces terres, à ces silences et à ces outils théoriques qui parlent justement du silence, un certain type de sens peut être établi. Donc, pour conclure, dans un premier moment, nous avons voulu montrer que les lettres de Liliana fonctionnent comme des traces matérielles de son existence. Elles témoignent de fait d'une sociabilité spécifique, dessinent une cartographie affective, conservent le temps que Liliana a vécu et inscrivent dans la matérialité même de l'écriture une subjectivité singulière. Ce sont des restes matériels, des indices proprement incarnés de la présence de Liliana sur la Terre. Leur inclusion est une forme de désappropriation qui, dans le geste même de l'inclusion, dit ses limites. Dans un second moment, nous avons soutenu que ces mêmes lettres rendent possible une relecture a posteriori, parce qu'elles sont déjà prises dans un geste archivistique premier, celui de Liliana elle-même.
en copiant et conservant et ordonnant ses propres écrits, Liliana elle-même constitue ces conditions de possibilité d'une lecture future. Les lettres de Liliana permettent donc de voir que la voix de l'autrice, que le geste de Rivera Garza, travaille à partir d'une matière qui appelle elle-même la relecture, l'interprétation. Dans le cadre de ce séminaire, donc, L'Invencible Verano de Liliana me semblait intéressant, non pas tant ou non seulement parce que l'œuvre inclut des lettres, mais surtout parce qu'elle mettait en scène ce travail de lecture des lettres. Autrement dit, l'épistolaire ne figure pas ici uniquement en tant que fragment d'archive, parce que c'est finalement une partie de l'archive de Liliana, mais devient l'objet d'une élaboration critique de la part de l'autrice. En ce sens, Rivera Garza apparaît bien comme une interprète de l'épistolaire, voire comme une critique de l'épistolaire, attentive à la matérialité des lettres, à leur silence, à leur opacité, mais aussi, comme je le disais, à leurs limites. C'est précisément sur ce point, me semble-t-il, qu'il faut insister pour éviter une lecture qui voudrait contourner les frictions, une lecture qui arrondirait les angles, bref, une lecture presque trop irénique de la désappropriation. Parce que ces lettres ne parlent pas toutes seules, et leur seule présence dans le texte ne saurait suffire à produire un savoir sur la violence de genre. Elles exigent un travail d'interprétation auquel elles ouvrent, mais qu'elles ne réalisent pas d'elles-mêmes. Restituer pleinement la force de l'œuvre suppose donc de reconnaître le rôle décisif de Rivera Garza dans cette opération herméneutique. C'est elle qui relie ses écrits depuis un présent marqué par les acquis théoriques du féminisme. C'est elle qui fait apparaître dans l'archive non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'a pas pu s'y dire. Et c'est elle finalement qui transforme ces traces privées en clé de lecture de ce féminicide. Dès lors, la dimension féministe dépend bien de la désappropriation, mais d'une lecture de la désappropriation qui reconnaît et assume ses limites. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette communication qui nourrit nos échanges que nous avons depuis un moment sur cette fameuse littérature de non-fiction et sur la capacité de la littérature à pouvoir continuer à affirmer qu'elle produit une vérité, mais en même temps sans déposséder l'autre de son discours. Bref, ce sont quand même des... Non, attends, je vais être neutre. Je vais trouver très intéressant de voir quel type de stratégie la littérature peut mettre en place pour continuer à produire de la vérité, alors que, en particulier sous la forme roman, elle s'est décrédibilisée, délégitimée comme une source de production de vérité. Donc, moi, c'est par là que je te poserai des questions tout à l'heure, tout en étant... Mais tu sais bien, moi, cette littérature, elle me laisse dubitative. Quand on avait, il y a 2 ou 3 ans, dans le club de lecture que j'avais créé à l'époque, qui s'appelait Tinta en el Ojo, on avait lu le roman, sur les conseils précisément de Julia La Llamada de, comment elle s'appelle? Leila, c'est quoi son nom de famille? J'ai un trou de mémoire. Guerriero. Voilà, exactement. Et déjà à l'époque, ça m'avait laissé dubitative et j'avais un certain nombre de questions à poser. Donc là, pour l'instant, je suis certaine que aussi bien la grande spécialiste de littérature argentine, mexicaine qu'est Béatrice et sa secrétaire qui, de nouveau, nous fait le bonheur de sa visite, et puis Teresa et compagnie, toujours intéressés par des questions théoriques, je ne parle même pas de Clémentine, vont te poser des questions. Donc j'ouvre le débat. Allez-y. Oui, mais au début, je voulais poser des questions simples sur la matérialité du texte, c'est-à-dire savoir les différentes lettres qui apparaissent donc dans l'œuvre, quelle est leur longueur moyenne? Parce que là, tu nous as montré des lettres très courtes. Est-ce qu'il y a aussi des lettres qui s'inscrivent davantage dans la longueur? Et aussi savoir si Christina, euh, lorsqu'elle a eu accès à cette archive formée par les lettres,
est-ce qu'elle a elle-même procédé à une sélection ou bien est-ce qu'on a accès à l'intégralité des lettres auxquelles qu'elle a trouvé en fait, auxquelles elle a eu accès? Alors, à propos de la longueur, il y a quelques lettres qui sont un peu plus longues, mais jamais non plus très très longues. Et je dirais que dans ce qu'on a dans El Invencible Verano, c'est la brièveté qui prime. En revanche, vous faites bien de le signaler, euh, nous n'avons pas accès à toutes les lettres de Liliana. Il y a aussi des moments dans El Invencible Verano où Rivera Garza suggère qu'elle fait référence à une lettre qu'elle ne transcrit pas dans le texte. Donc il y a de fait un deuxième travail on pourrait dire, re-agencement, re-archivage, une archive seconde. J'avais un paragraphe dessus que j'ai éliminé de ma communication parce que ça devenait long. Mais effectivement, il y a un deuxième travail de sélection qui s'accomplit derrière. Elle ne le dit pas toujours très clairement dans El Invencible Verano, mais une lecture attentive permet de le comprendre. En revanche, elle le dit très clairement dans Escrituras Geológicas. D'accord. Et j'avais aussi une autre question par rapport à la désappropriation. Est-ce que par ailleurs, il y a une réappropriation des lettres écrites par Liliana par sa sœur? Oui, je pense, c'est toute la limite de cette notion de désappropriation. Je pense toujours que c'est un tout petit peu contre-intuitif de parler de désappropriation pour nommer l'inclusion des voix d'autrui et même de ces écrits d'autrui dans la littérature. Euh, Effectivement, c'est quelque chose qui a pu lui être critiqué. Enfin, il y a des critiques assez sévères, mais très, très ponctuelles de El Invencible Verano de Liliana, qui disent justement que ce serait une forme de réappropriation presque illégitime des lettres de la sœur. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais je pense que le geste de désappropriation n'assume jamais tout à fait ce qu'il fait. Et je pense que c'est difficile de faire autrement, mais qu'il y a presque une nécessité éthique que de reconnaître les limites de cette désappropriation et le caractère presque trompeur par moment de la notion. Mhm. D'accord, merci. C'est bon, Béatrice, tu veux Ça continuer, va pour non? l'instant, oui. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui, moi, je le voudrais bien. D'abord, remercier Julia, qui nous a fait un travail extrêmement intéressant et très pénétrant. Alors, j'aurais deux petites choses à vous demander. Pourquoi 30 ans se sont-ils écoulés avant qu'elle ne s'intéresse à cette archive familiale, dirons-nous? Euh, Est-ce qu'on sait les liens particuliers qu'elle entretenait avec cette sœur? Et parce qu'une formulation euh, de ce que tu as dit m'a beaucoup interpellée, c'est-à-dire que tu as parlé du vertige qu'elle a éprouvé, le vertige, le mot m'intéresse beaucoup, le vertige qu'elle a éprouvé à l'idée qu'elle pourrait perdre la trace de sa sœur sur la terre. Ça, c'est important. Et donc, ce sont des lettres dont on voit qu'elles ne sont pas toutes exhaustivement réappropriées ou désappropriées, parce qu'il y a, pour revenir à une notion sur laquelle nous avons travaillé, de l'indécrit. De Mhm. l'indécrit à un moment donné où la sœur ne parle pas,
garde le silence sur les circonstances dans lesquelles la violence s'est accentuée et où peut-être son compagnon est passé à l'acte. Donc, je trouve que ce corpus d'archives qui est reconstitué d'une certaine manière laisse quand même des questions ouvertes. Voilà. Alors, sur la temporalité, je pense que ce que suggère le premier chapitre, ce n'est pas dit de façon claire et nette, mais elle laisse entendre quand même que c'est très marqué par les mouvements féministes et les débats et l'entrée de ces sujets dans, sur la scène publique et sur la scène politique, parce qu'elle en parle à maintes reprises au début. Et il y a des scènes où elle décrit justement comment elle marche là où ont marché les manifestantes de la UNAM en 2018. Donc elle assume vraiment cette influence, j'ai envie de dire, des mouvements féministes. Après, elle dit aussi que elle vit de façon permanente en deuil et que c'est la première fois qu'elle a osé retourner chercher ce dossier. Donc, je ne voudrais pas non plus forcer cette interprétation, mais en tout cas, je pense qu'il y a assez d'indices textuels dans El Invencible Verano pour considérer que c'est quelque chose qui, en tout cas de façon conjoncturelle, joue. Ou en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Sur le rapport qu'elle entretient avec sa sœur, elle dit qu'elles avaient une relation proche. Elle n'était pas forcément meilleure copine, mais on a d'ailleurs, je pense, justement une référence à une lettre que elle-même a écrite à sa sœur, qui n'est pas reproduite dans le texte, si je ne dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est bien ça, et que donc Liliana aurait conservé une lettre écrite, écrite par sa sœur. Mais je pense que ce qu'on comprend de l'ouvrage, c'est qu'elles avaient un lien malgré tout proche, qui fonderait aussi donc la légitimité de ce geste. Et sur ce qui est indécrit et les silences et les interrogations que laisse ouvertes l'ouvrage, oui, je suis tout à fait d'accord et je vous remercie d'ailleurs de me faire penser à cette notion d'indécrit qui, je pense, peut être très, très opérationnelle pour penser à tout ça. Effectivement, je pense que El Invencible Verano et Liliana ne referment pas tout ce qu'il ouvre. Et je pense même qu'en témoigne après le besoin de gloser dans Escrituras Geológicas. Merci. Sylvie, vas-y. Oui, Merci, moi je suis très intéressée justement par cette notion d'indécrit dont vient de parler Clémentine. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même curieux dans ce que tu as expliqué, Julia, c'est que d'un côté, on a quelqu'un qui va jusqu'à conserver les brouillons de ses lettres, ce qui est quand même assez peu courant déjà. Donc vraiment conserver des traces d'elle-même, de vie, c'est assez important. Et puis d'un autre côté, on a justement, face à la violence, face à ce qu'elle subit, c'est l'indicible. Et là, il n'y a rien. Mais par contre, il y a d'après ce que j'ai compris, je peux me tromper, j'ai cru comprendre que malgré tout, elle essayait de contourner cet indicible, justement avec la lettre
dactylographié que tu as montré, où il n'y a pas de blanc, c'est dire sans dire, en fin de compte. C'est-à-dire, c'est caché, mais on essaye de dire, de faire sortir quelque chose qui est très puissant, en fait. Je suppose que la violence a été ressentie de manière si puissante qu'elle a du mal à se dire, à trouver ses mots. Et ça me fait penser, par exemple, aux gens qui ont subi les camps de concentration, qui très souvent n'en ont rien dit, absolument rien dit, si ce n'est déjà arrivé à un âge très très avancé. Mais souvent, les gens n'ont pas raconté le traumatisme parce que c'est indicible. Ou alors ils l'ont dit à leurs proches, mais d'une façon détournée, comme un peu là dans l'écriture, par cette lettre. J'ai dû m'approcher de l'écran pour essayer de déchiffrer. Je n'ai rien déchiffré du tout. Donc ça, je trouve ça intéressant. À la fois quelqu'un qui essaye absolument de conserver des traces et même qui conserve des éléments qu'on ne conserve pas d'habitude. Et puis, face à un traumatisme puissant, quelqu'un qui ne dit pas ou qui invite d'une certaine façon à chercher la solution entre les lignes, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Déjà, oui, je pense qu'effectivement, ce paradoxe, si l'on veut, entre la conservation matérielle des traces de cette vie et ce silence sur le, pardon, j'ai perdu le fil à cause d'un chat. Cette tension donc entre les traces de la vie et le silence sur les causes en fait qui ont engendré la fin de cette vie souligne justement ce caractère indicible et pose la question des raisons de ce silence. Rivera Garza se le demande, est-ce qu'elle ne pouvait pas parler, est-ce qu'elle n'avait pas le langage pour parler de tout cela, pour identifier, et c'est aussi pour cette raison que la lecture rétrospective féministe est intéressante parce qu'elle dit, en fait, il pouvait y avoir des indices lorsqu'elle recevait énormément de fleurs et de lettres de son partenaire, cette relation qui commençait de façon tout à fait intense et s'arrêtait tout d'un coup de façon un peu brusque. Bon, bah, je sais pas, elle n'avait pas le langage pour nommer ce type de phénomène dans une relation. Et c'est pour ça aussi que le travail avec le langage et les outils théoriques que fait Rivera Garza, anachronique, Caroline, pour ta question du début, est assez intéressant. Et par rapport au parallèle que vous faisiez avec l'écriture au lendemain de la Shoah, je pense que c'est assez intéressant, même si je ne voudrais pas forcer le parallèle, mais il y a un aparté où, en partant justement de cette lecture de Snyder, Rivera Garza s'interroge sur la question ¿Qué haces cuando te ataca un oso? Et ça part d'une réflexion de Snyder qui dit, en fait, lorsque on se fait attaquer par un ours, il faut surtout pas bouger. Parce que c'est pire, il faut pas crier, il faut pas bouger. Et elle dit, bah, les victimes de violences conjugales restent dans la relation parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont face à l'ours. Et du coup, ce silence, c'est aussi ça m'a fait penser à ce qu'explique Semplund dans l'écriture ou la vie. Enfin, c'est je n'écris pas parce que je ne peux pas vivre en écrivant. Il y a aussi une question de la survie, je pense, qui paradoxalement se joue ou a l'air de se jouer à l'instant T sur une forme de silence, sur une impossibilité de dire. C'est bon, Sylvie? Tu te donnes pour satisfaite?
Oui, c'est par rapport à l'indécrit, au silence. euh, Comment est-ce que l'écriture de la subjectivité, justement, va pouvoir se mettre en place? Parce que ça doit être difficile de percevoir justement cette subjectivité, cette intimité à travers les silences et à travers l'indécrit. Comment est-ce qu'on peut essayer d'y avoir accès, ou comment est-ce que Cristina Ribera Garza parvient à avoir accès à la subjectivité de sa sœur? Alors, est-ce que j'ai juste une question? Par subjectivité, vous entendez vraiment ces pensées ou un portrait plus fiable et plus complet de la personne? Non, plutôt pas vraiment un portrait fiable, mais l'expression justement d'une intériorité, d'une... Alors, oui, il y a tout ce que je n'ai pas traité aujourd'hui parce que ça ne relève pas de l'épistolaire, mais en fait, elle a aussi les carnets de Liliana et 3 chapitres où il y a des entretiens avec des proches. Les entretiens avec les proches, je pense que ça concerne plutôt la question de la confection du portrait de Liliana, même s'il y a quelques confidences dans ces entretiens. Mais à part ces lettres, on a aussi les carnets de Liliana où justement c'est une écriture pour elle-même, où elle écrit des réflexions, des poèmes, des fragments de chansons et qui donnent, je pense, aussi une idée de la subjectivité de cette jeune fille. Euh, la question de la violence et du couple est beaucoup plus abordée du côté des lettres. Je ne dirais pas qu'elle ne l'est pas du tout dans les carnets. Enfin, dans l'étude que fait Cristina Rivera Garza de ces carnets, je pense que ce serait forcer la justification de ma délimitation de l'objet d'étude. Euh, mais effectivement, je pense que dans ces carnets, c'est surtout la subjectivité de, de Liliana qui transparaît. Les dernières annotations, par exemple, qu'on a, parce on les lit de façon plus ou moins chronologique, ces carnets. Et les dernières annotations qu'on a de Liliana correspondent effectivement à des extraits de poèmes de Pacheco, je crois, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Alors, il y a Oui, Teresa merci. qui... Merci, c'est il y a très Teresa intéressant. Oui. qui... Vas-y, Teresa. On parle d'un livre qu'on n'a pas lu. Moi, je ne l'ai pas lu. Donc, on parle comme ça. Hein. Ce que suggère ta présentation, qui est très abondante en suggestions, justement. Bon, alors, moi, je pense que pour les choses de Cristina Rivera Garza que j'ai lues il y a un bon moment, là, tu es face à un auteur et donc à un texte qui est toujours hyper conscient. Hein? Donc, ton essai d'explication qui est très, très, très varié et très riche avec beaucoup de catégories, la lisibilité, la visibilité, la désappropriation, etc., est très pertinent parce qu'en fait, ça va partir dans beaucoup de sens. Il sera possible de lui appliquer beaucoup de typologies, je crois. Maintenant, je crois que tous ces textes de Cristina Rivera Garza recèlent toujours de cette caractéristique à elle, qui est celle d'un écrivain qui est archi-conscient des moyens, de la théorie, de la technique, de tout ce qu'on peut faire avec un texte, avec une situation textuelle, contextuelle, etc., etc. Et c'est comme ça dès le début. En tout cas, je l'ai connu comme ça dans les années où je l'ai connu. Donc, je dis, là, doublement, il y a un texte intéressant sans doute, et il y a une cohérence de ton approche. Bon, maintenant, seulement de l'entendre comme ça, c'est-à-dire en dehors du livre, il y a quelque chose de curieux.
d'abord, je m'aligne complètement sur Clémentine, parce que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était aussi ce décalage temporel entre l'enquête, les faits, etc. Mais bon, passons. Il y a quelque chose de curieux, c'est-à-dire que elle, et là, ça me semble très différent des choses comme celle de Leila Guerrero que vous avez évoquées ou d'autres qui vont dans le même sens. Elle pose un objectif qu'elle ne remplit pas et qu'elle sait qu'il ne va pas se remplir. Les lettres ne répondent pas à la question de la violence. Et d'après ce que tu dis, je ne sais pas si les notes ou les carnets sont inclus dans le même ouvrage ou pas, mais les carnets non plus ne répondent pas à la question de la violence. Donc, soit Rivera Garza veut, comment dire, théoriser, hein, sur d'autres choses, à savoir que la correspondance est basée aussi sur le silence et pas seulement sur la littéralité d'une confession ou peu importe. Soit elle ne veut pas aller aussi loin que ça, mais elle veut construire quelque chose qui se sépare du travail d'enquête. Parce que là, il y a le travail d'enquête, disons, que font les gens comme Leila Guerrero ou d'autres, hein, je pense à quelqu'un d'autre en ce moment. Et il y a, disons, cette histoire de la désappropriation qui me semble un concept qu'on peut comprendre comme ça intuitivement, mais qui est confus en lui-même. Bon, il y a la question de la récupération, je dirais, d'une figure familière, tout en la gardant à une certaine distance, c'est-à-dire le portrait, un genre spécifique des portraits complexes. Il y a une série d'éléments qui s'en vont un peu dans de différentes manières. Donc, enfin, je ne dis que ma perplexité. Malgré le fait que j'ai beaucoup apprécié ton effort disons, de lecture, je dirais, hein, parce que tu as interrogé le texte depuis beaucoup d'angles. Hein. Alors, je voulais juste ajouter que, pour ne pas faire de mystère, parce qu'il n'y a pas de mystère dans ma parole, le texte auquel je pensais est d'un historien. Bon, c'est un livre qui vient de paraître. Je ne vais pas donner le nom de l'auteur ni du livre. Vous allez me faire confiance sur ce que j'ai dit parce que je le connais bien et j'étais même une des sources qu'il a utilisées à un moment. Sur une disparue argentine. Ce texte qui vient de paraître travaille un peu comme Leila Guerrero. Et d'ailleurs, Guerrero est un de ses modèles. Et l'autre, c'est Ivan Jablonka, que Caroline connaît sans doute en France, bon, très connu en France, etc. C'est-à-dire l'enquête sur une disparition, dans ce cas-ci, c'est le fait de la violence, mais bon. Et autour de cette enquête, il y a surtout la présence de l'archiviste, enfin de ce que tu appelles l'archiviste, et probablement Rivera Garza aussi, mais moi je l'appellerais l'enquêteur ou l'historien. Là, elle n'est pas historienne exactement, mais bon. Donc, qui va raconter l'archive, le portrait de la personne et tout ce qu'il fait lui, l'archiviste, et même commenter les difficultés. Donc, là, il y a Jablonka, bien sûr, mais Jablonka traite ça d'une façon très fictionnelle, c'est-à-dire il sort le personnage, mais bon, c'est une fiction. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu faire Rivera Garza à partir de ce que tu dis, mais c'est un peu ça et c'est pas ça. Voilà, j'ai dit ma perplexité surtout. Merci beaucoup à toi. Muchas gracias. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de cantonner ma réponse, mais sur la question de la littérature d'enquête, oui, je pense que le geste de Rivera Garza s'inscrit pleinement dans cette forme de la littérature qui est aussi assez en vogue. J'avais mis un texte de Belén López Peirón et Nuevo Pie qui peut aussi être lu à travers ce prisme-là. Enfin, je pense que écriture documentaire et écriture d'enquête enfin, il y a beaucoup de solapamientos. Par rapport à Jablonka en particulier, je pense qu'il y a, qu'on peut faire le rapprochement surtout sur cette question de
vouloir restituer quelque chose de la vie d'une personne, d'un personnage subalterne pour une raison ou une autre, notamment ici parce qu'elle a été assassinée. En revanche, effectivement, je pense que là où, par exemple, la réception de Laetitia de Jablonka a été beaucoup plus controversée du fait de son recours à des énoncés proprement fictionnels, la réception de El Invencible Verano de Liliana a été globalement très, très favorable. Je me demande si c'est aussi la question du lien de famille qui joue. C'est une question que je me suis posée et pour laquelle je n'ai pas une réponse définitive. Maintenant, là où El Invencible Verano de Liliana s'inscrit, marque un décalage dans les objectifs, par exemple, par rapport à la chamada de Leila Guerriero, je pense qu'il s'inscrit en revanche en continuité avec un texte comme Chicas Muertas de Selva Almada, qui est aussi un récit d'enquête et qui se solde aussi par un échec. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose dans le retour de ces textes d'enquête de non-fiction qui se soldent par un échec. Moi, la façon en tout cas que j'ai eue, qui n'est peut-être pas, mais bon, c'est ce que j'ai à vous proposer, la façon dont j'ai abordé ça jusqu'à présent, c'est que je trouve que ce sont des textes qui montrent quand même des failles du système judiciaire et de l'État dans le traitement de ces violences. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Selva Almada et Rivera Garza partent de cas qui n'ont jamais été résolus. Donc il y a, à mon sens, quelque chose de, je ne dirais pas normal, mais de cohérent avec le discours politique de l'œuvre, le fait que finalement, ces enquêteuses littéraires privées ne puissent pas déceler un sens ou arriver à une conclusion un tant soit peu importante à propos de ces féminicides et que le parcours du livre soit finalement échoué au mieux. Et c'est ça en tout cas ce que je pense. Alors que, par exemple, des textes de fiction sur la même question, sur le féminicide, vont proposer très souvent des résolutions un peu magiques de la question. Je pense à Come Tierra, qui est par exemple une réécriture fictionnelle. J'étais sûre que tu allais dire ça. J'étais sûre que tu allais dire cet exemple-là. Mais c'est un peu la réécriture fictionnelle, enfin, Dolores Reyes le dit, la réécriture fictionnelle de Selva Almada. Et pour Selva Almada, je souligne surtout la continuité parce que c'est d'ailleurs à Selva Almada que Cristina Rivera Garza a donné le premier entretien sur El Invencible Verano. Oui, oui, ça se tient, ça se tient. On t'entend. Oui, je voulais te demander, Julia, quelle a été la réception del verano de esta obra? Alors, la réception... Oui, solo me oyes. La Oui, réception oui, en México. La réception au Mexique a été vraiment très, très bonne. D'ailleurs, dans les nouvelles éditions, je ne l'ai pas sur main, mais dans les nouvelles éditions de l'ouvrage, il y a des photos de manifestations féministes qui sont reproduites où il y a par exemple des panneaux à la mémoire de Liliana Rivera Garza. Enfin, c'est quelque chose qui a vraiment débordé dans le débat public. Ça a eu une réception vraiment très, très favorable. Et c'est une autrice qui triomphe internationalement, mais qui reste très célébrée au Mexique, contrairement à d'autres. Par ailleurs, moi j'ai été très même ému par ce que tu as dit et par ce que j'avais lu cette œuvre, parce qu'elle se situe en fait dans un problème terriblement d'actualité.
ces blancs, ces silences et ces blancs, c'est ce que nous voyons constamment dans différents pays, France, Espagne et ailleurs, face à la violence machiste des femmes qui ne peuvent pas s'exprimer. Et de ce point de vue-là, ce que tu as dit sur les mots me semble extrêmement important parce qu'il n'y a que cette possibilité-là. Mais comment sortir les mots lorsqu'on se trouve coincé, comme j'ai compris qu'à travers ces lettres, certaines lettres, Liliana était coincée par la panique, en fait. Donc, voilà. Il y a un petit détail, je ne sais pas si ça a un sens. J'ai lu quelque part que dans ses archives, celui qui avait été allé fouiner, qui n'était pas Christine, il avait trouvé un poil apparemment de Liliana. Je ne sais pas si c'est un simple accident, bon, il est tombé comme ça, ou bien si ça peut avoir un sens. Est-ce que tu vois quelque chose dans ce sens? Alors là, ça, j'étais pas au courant et je vais pas vous mentir, je ne suis pas Moi, forcément capable de ça m'a sortir. frappé que Oui, celui qui effectivement, était allé voir dans ses archives ait prêté attention à ses poils. oui. Plus Et exactement, on sait je pas crois qui que c'est. c'était un cheveu. Un Ok. cheveu. Bon, il faut que tu mènes l'enquête et que tu fasses une C'est note de pas. bas de page, là, ça s'impose. Le coup Oui, du oui, cheveu oui, au bout, ça. Je une ne note de vais bas pas de page. finir ma thèse à cause de ça, moi. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces Merci Amadeo. explications. Merci, et j'irai sans doute chercher cette histoire de cheveux. Voilà. Ouais. Cécilia, tu étais en train de dire que tu l'avais commencé, mais pas encore lu. Oui, je viens de finir le 10e chapitre. Je voulais quand même le lire pour la présentation de Julie. Et non, juste, voilà, de ce que j'ai lu, ce qui m'a frappé, enfin, une espèce de, je sais pas si dire contradiction, mais un emphase sur la question de la lettre, enfin, l'écriture de la sœur comme quelque chose qui relevait plutôt enfin, d'un façonnement générationnel et non tant d'une question personnelle qui pourrait être une trace justement de son individualité. Donc, ça m'a fait penser la question justement de la visibilité ou la lisibilité comme euh, créée par tout un discours social ou pas, question sur laquelle elle insiste, bon, au début surtout, quand elle mélange les mots des thesis. On n'avait pas les mots, on ne pouvait pas dire ceci, on ne pouvait pas dire cela. Donc, je me demande, c'est une lecture peut-être très premier degré, mais si cette histoire d'échec ne vient pas justement soulager quelqu'un qui a honte de n'avoir pas bu ce qu'il fallait voir. Donc, pour se dire finalement, ça nous dépassait. Justement, l'un des cris, c'est, comme on l'a dit, euh, cette espèce qui n'a pas encore été décrite. Donc, s'il n'y avait pas ces côtés-là aussi en train de jouer. Je sais pas, j'ai pas lu tout, mais comme on posait tout à l'heure la question de la singularité, plutôt de la subjectivité de Liliane, mais ça m'a frappé, enfin, de voir dans son écriture les côtés générationnels et de dire que finalement toutes les écritures ressemblent. Bon, ça m'a fait penser à ça, mais bon, je n'ai pas lu les livres, donc en tout cas, merci Julia pour toutes tes réflexions. Oui, je réfléchis donc à cette question de l'échec comme une façon, donc, si j'ai bien compris, de s'auto-rassurer aussi a posteriori, parce que il y aurait eu presque un déterminisme
de l'époque qui n'aurait pas permis de voir la violence. Peut-être, moi, là où je considère qu'elle ouvre quand même à la possibilité d'avoir pu voir quelque chose, c'est lorsqu'elle dit justement la violencia que pudimos ver o no ver. C'est là, je pense que les deux alternatives sont quand même énoncées. Et dans toute la partie que je n'ai pas traitée des entretiens avec les amis, il y a bien des amis qui disent, oui, de fait, un jour, elle avait mal, je pense à l'épaule ou un truc comme ça, et elle a dit qu'elle était tombée par les escaliers, je l'ai cru. Donc, je pense que ces quelques signes de violence ne sont pas non plus occultés dans l'œuvre. En tout cas, je pense que l'opacité, enfin, que malgré tout, même si je pense que c'est intéressant ce que tu dis et ça peut exister, moi, en tout cas, j'ai l'impression que l'œuvre ne tend pas vers une opacité en ce sens, mais plutôt vers un échec de l'éclairage, en tout cas. Mais ça peut se discuter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors moi, deux, trois petites questions anecdotiques, et puis après, je vais avec mon. Parce que Amadeo m'a créé des complexes quand il a dit ah, ça m'a beaucoup touché. Moi, je vais avoir une question de cœur sec, cœur de pierre même. Alors, la première, c'est. Je me suis demandé, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que tu as dit la question des lettres, c'est aussi une interrogation générationnelle, parce que tu disais les jeunes gens, le rapport au papier, la lettre, le mail, le SMS, le WhatsApp et compagnie, compagnie. Et ça m'a fait réfléchir, parce que moi, il n'y a pas très longtemps, en gros, l'été dernier, j'ai fait du tri et j'ai jeté plein de lettres. Je trouvais que c'était un objet un peu bizarre chez moi, surtout que c'était vraiment, comme tu disais, des lettres adolescentes, d'anciennes amours et tout ça, enfin des choses où ça m'a fait très bizarre alors j'ai pas tout lu, mais de me retrouver dans ces courriers-là, et j'ai eu envie de les enlever de chez moi. Mais je sais pas très bien pourquoi. En tout cas, ça interroge sur l'objet lettre pour des gens comme nous de maintenant, qui sommes habitués à cette chose un peu volatile du SMS et dont on peut se débarrasser dans une petite poubelle sans que ce soit un geste, au fond, tellement important. Après, je me suis demandé, bon, ça c'est pour l'anecdote, autour des questions des lettres et des éternels états d'âme que je peux avoir. Après, voilà, deux questions. Une sur l'étiquetage, comment il est étiqueté par l'éditeur, dans les librairies, etc. Deuxièmement, si tu as une interprétation pour le titre. Et puis enfin, une question, et ça relève aussi des interrogations que j'ai en ce moment. Les universitaires parlent beaucoup de comment, pourquoi, etc. Mais de manière beaucoup plus pragmatique, en simple lectrice, c'est bien ou c'est pas bien ce bouquin? Parce que finalement, on oublie d'avoir un avis sur les livres, tellement on est obnubilé par ce dont les livres parlent et comment est-ce qu'ils en parlent. Donc j'ai déjà ces trois questions-là. Oui, et moi, je ne vais pas interpréter tes états d'âme de la première question. Voilà. Sur la question de l'étiquetage, alors c'est assez intéressant. Je vais essayer d'être brève. Chez Penguin Random House, comme tous ces livres de nouvelles autrices latino-américaines, il n'est pas étiqueté dans la version hispanophone. Il y a une continuité paratextuelle avec Selva Almada, mais aussi avec Fernanda Melchor. Donc, dans la version hispanophone, rien à dire là-dessus. Maintenant, il a reçu le prix Pulitzer pour Memoir and Autobiography. Je pense que la classification dans la version anglophone, et j'insiste beaucoup sur la version anglophone en particulier parce que Rivera Garza a travaillé dessus, parce qu'elle habite depuis 35 ans aux États-Unis. Aux États-Unis, donc, c'est beaucoup plus clair son appartenance à sa classification, en tout cas, comme un texte de non-fiction
je pense que ça relève de politiques éditoriales qui diffèrent selon les aires culturelles, non pas forcément en faveur de la non-fiction, hein. De ce que j'ai cru comprendre, en général, lorsque aux États-Unis notamment, les romans possèdent le sous-titre, affichent le sous-titre A novel, c'est parce que ça vend plus. Mhm. Donc c'est ce que je peux dire là-dessus. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette continuité paratextuelle avec les autres textes d'autrices Ouais. contemporaines qui est très importante chez Penguin Random House, enfin maintenant Random House. Vous me direz, oui, mais il y a la photo de Liliana dans la couverture. Oui, mais déjà, on ne sait pas que c'est la photo de Liliana. Et chez Melchior, vous avez aussi une photo dans la couverture. Et je pourrais penser à un texte de ces autrices qui est fictionnel et qui a une photo une photographie d'un visage humain dans sa couverture. Bah, regarde Memoria de mis putas tristes de Bah, Marquez. voilà. C'est Bah, clairement a priori, Marquez je de dos, regarde hein. pas trop, mais Non, mais en tout cas, c'est le cas, et ce qui est très troublant. voilà. Mais j'ai en tête, mais c'est Páginas de espuma, Siete casas vacías de Schweblin. Il y a un portrait. Ah oui. T'as raison, Euh, oui. mais c'est Páginas de espuma, c'est pas Random House. Mais bon, Fernanda Melchor, c'est de la fiction, et il y a des photographies dans la couverture. Le titre, El Invencible Verano, il y a plusieurs couches, je dirais, à ce titre. Tout d'abord, la référence, c'est Camus. Je sais plus ce que ça donnait en français, mais c'est En el medio del invierno, descubrí que había en mí un invencible verano. Rivera Garza le cite, mais à un moment, on se rend compte que c'est quelque chose que Liliana a donné, c'est une petite note que Liliana a donnée, on ne l'a pas reproduite, si je me souviens bien, mais une amie dans les entretiens raconte que Liliana lui a une fois donné une note qui disait Hay en ti un invencible verano. Et je me demande si c'est pas, si la citation, on découvre encore plus tard, est recopiée dans un des carnets de Liliana. Donc c'est assez intéressant parce que je pense que ça dit bien cette double inscription du côté du travail de l'archive et du côté de la littérature, qui en même temps habitent le même espace, parce que la référence littéraire vient finalement des archives de Liliana. Bon, et c'est bien. Ah, pardon, j'avais oublié. Bah, moi, j'ai bien aimé, écoute, mais je travaille dessus depuis un moment aussi, donc j'ai plus aucune notion. Mais moi, T'arrives plus à retrouver la lectrice qui a découvert ça au début. Ah bah non, elle est, Alors, elle est enfouie. alors après, bah, je sais bien, c'est la chose que je te dis toujours et je me reproche. Enfin, tu vois, moi, le problème avec ces textes-là, c'est que je me sens, tu vois, comme neutralisée en fait dans la formulation d'un avis, a fortiori d'une critique. Or, cet avis, cette critique, je la garde quand c'est de la fiction qui s'assume comme de la fiction. Or là, j'ai l'impression que c'est un peu une manière de verrouiller l'interprétation en remplaçant l'aléatoire qu'il pourrait y avoir dans le narrateur. Parce qu'après tout, le narrateur, c'est le lecteur idéal que l'auteur postule, mais tu peux ou pas accepter de t'asseoir et d'être le narrateur du narrateur, quoi. Alors que là, tu vois, par exemple, bah, dans la désappropriation, hein, le lapsus, dans la désappropriation dont tu parles, j'ai l'impression que c'est un peu quand même pour mieux déployer la scénographie de la sororité. Et du coup, pour tu vois, hyper valoriser le jeu, légitimer le discours enfin le jeu dans sa relation avec la protagoniste, l'objet, la matière, etc. Et donc, je me sens prise au cœur d'une espèce de chantage affectif où, d'une certaine manière,
il y a un verrouillage interprétatif, je culpabilise, je suis pieds et poings liés avec la façon dont les choses vont être présentées et surtout le discours qu'on va faire émerger. Tu le dis toi-même, tu disais toi-même, j'ai bien entendu, les lettres ne parlent pas d'elles-mêmes. Les lettres ne produisent pas de discours en soi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on fait produire un discours à des lettres avec une neutralisation de ce que je pourrais en penser, y compris de l'utilisation de la matière, l'autre, etc., par oui, mais c'était sa sœur, oui, mais là, elle lui rend hommage, oui, mais là, elle lui rend justice. Voilà, c'est-à-dire je me demande, ouais, et puis en plus, c'est la discussion éternelle qu'on a toutes les deux. C'est-à-dire, je me demande ce que cette littérature fait de l'archive. J'ai l'impression que c'est la nouvelle stratégie de captation, production de l'effet de réel, production de l'identification obligatoire. Je me sens au pied du mur de l'identification, de la pitié, de l'adhésion, pour de mauvaises raisons, en gros. Et a fortiori ici, où on fait dire aux lettres ce qu'elles ne disent pas. Oui, mais c'est ce qu'elles auraient dû dire. Oui, mais c'est ce que probablement elles disent. Oui, mais tu vois, textuellement, on met en place l'orchestration des lettres une après l'autre parce que finalement, la place dans laquelle on met les lettres, comment est-ce qu'on les distille à l'intérieur du livre, c'est une espèce de démonstration redoublée. La preuve que c'est pas moi qui usurpe le message du texte, c'est que vu comment vous les présente, de toute façon, elle le disait d'elle-même. Bon, voilà, tu vois, et ça me fait ça à chaque fois que je suis confrontée à ce fameux texte de littérature de non-fiction. Je trouve que c'est une manière complètement artificielle de dépasser les supposés écueils de la fiction qui s'assume comme telle. Vas-y, maintenant, tu as le droit de me desquartissar et tout ça et tout ça. C'est enregistré toujours? Oui, mais je viens d'apercevoir le chronomètre qui me disait il reste plus que 5 minutes. Donc tu as 5 minutes pour me desquartisser Non, non, et me laisser le temps de prendre congé de mes invités. C'était pas contre toi, j'allais faire une blague, mais que je vais éviter de faire. Je la ferai en privé. D'accord. Je suis d'accord sur le fait que c'est une c'est une littérature qui peut pousser vers le chantage affectif, dans la mesure où je suis d'accord que c'est pas parce qu'elle parle de ça, parce qu'elle raconte le féminicide de sa sœur, que c'est bien. Et qu'on n'a pas besoin de considérer que toute littérature qui parle de quelque chose d'important est intéressante ni littérairement riche en soi. Maintenant, moi, en tout cas, l'utilisation de la non-fiction comme un outil qui permet de créer un espace où on est forcé d'être en solidarité avec l'autrice et la victime me paraît intéressant. Je n'y peux rien. Non, mais je comprends. Oui. Je pense que c'est un espace où se forge une solidarité de fait obligatoire, mais qui n'a pas beaucoup d'espace où elle peut être forgée. La blague que j'allais faire, c'est par rapport à un texte d'Hélène Merlin-Krajman qui s'appelle Que fait MeToo à la littérature, qui dit justement cette littérature de non-fiction qui clôt l'interprétation, la littérature c'est l'ambiguïté, etc. etc. La non-fiction c'est pas l'ambiguïté, parce que la littérature peut-être c'est pas que l'ambiguïté. Enfin, c'est peut-être aussi dans la littérature de non-fiction, avec les limites que ça a, ça j'en conviens, un espace où des subjectivités subalternes peuvent trouver une vérité qui n'est pas remise en question alors qu'elle est systématiquement en dehors de ces espaces. Je trouve ta réponse très intéressante et en même temps hyper problématique. Un espace où Oui. je suis forcée d'adhérer parce que c'est pour la bonne cause. Oh punaise, ça m'inquiète, ça m'inquiète. Pas parce que c'est pour la bonne cause. Non, parce que c'est le contrat de lecture. Parce que c'est le contrat de lecture. Ouais, si Mais tant pas est parce qu'il y a que un c'est pour la... contrat. Si tant est qu'il y a un contrat. Parce que si tant est qu'il y a un contrat, parce que vu Oui, les données après, d'équation. Voilà. Dans quelle mesure est-ce que dans une situation comme ça, on me dit non, mais tu as encore l'espace de la subjectivité de trouver que ça ne va pas, que c'est pas bien, que ta. Enfin, oui, à peine, à peine.
Moi, je pense que par ailleurs, par rapport à d'autres textes de non-fiction, le contrat de lecture de El Invencible Verano est très critiquable, hein, mais le débat là portait, je pense, plus in abstracto sur ces formes de la non-fiction. Sur El Invencible Verano, par exemple, la note finale, pour que le contrat fonctionne mieux, devrait être au début. Enfin, moi, je pense que c'est bizarre que ce soit à la fin, par exemple. Mais oui.